Bonjour à tous. Bienvenue pour cette super présentation. Super parce que c'est moi qui l'a fait et que j'ai pas envie de dire que mon truc est nul. Sur mon premier service en Rust. Première chose très importante. Rust, c'est un langage qui a une super mascotte. Il est trop joli, trop mignon. Et voilà, c'est un crabe. Donc, qui connaît Rust dans la salle? Cool. Qui en a fait? Ouais. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Rust, Rust, c'est un langage de programmation système qui a comme pitch initial d'être extrêmement rapide, de garantir la thread safety, donc c'est-à-dire éviter qu'il y ait des corruptions mémoire des data races, etc. Et d'éviter les segfaults, donc éviter de tomber sur de la mémoire corrompue, qu'on a oublié de désallouer, etc. etc. Et quand on dit rapide, on dit équivalent au C, hein, c'est-à-dire que le truc qui dit, voilà, moi je suis au niveau du C à peu près, hein, moi je tourne dans la LVM, c'est cool. Donc en fait, la promesse du langage est ultra cool. C'est important parce qu'on a un truc qui est élégant, joli et ultra perf. Chose importante à savoir, Rust, c'est le langage le plus aimé sur les sondages Stack Overflow depuis maintenant 4 ans. Parce qu'en 2019, c'était encore le cas. Ouais. Donc généralement, à partir de là, on vous dit, je vais avoir un truc cool que tout le monde adore et qui va super vite. Parce qu'on est d'accord que Quarkus et tout, c'est cool. Mais bon, à un moment donné, hein, quand on est vraiment proche de la machine, bon, on va enlever les JVM. Rémi Forax n'est pas là, tout va bien. Désolé Rémi, t'as le droit de me taper. Alors, les avantages de Rust, c'est que c'est un langage qui a, pour moi, 3 avantages principaux. Il est safe à l'exécution. En fait, par son pitch initial, il va garantir que votre application ne crashera pas au runtime. Alors attention, c'est comme quand on parle de fonctionnel, quand on dit que ça crache pas au runtime, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bug. Parce que si vous codez un bug, il y a un bug. Ça veut juste dire qu'il n'y aura pas un truc qui risque de faire paniquer votre système de manière imprévisible parce que, par exemple, vous avez mis un nul, vous essayez d'accéder à, quelque chose dans le nul et que ça fait paniquer, que vous avez oublié de free, vous avez double free de la mémoire, etc., etc. Vous voyez le topo. C'est quelque chose qui est performant, donc ça c'est dans le pitch initial, et c'est un langage qui est assez expressif, dans le sens où c'est un langage moderne, qui a un set d'expressions assez évolué, qui est inspiré des langages ML, merci Xavier, et du coup avec une expressivité qui est bien supérieure à celle qu'on peut trouver de base dans le C. Et alors ça, pour ça, Rust en fait il se base sur quelque chose qui s'appelle le borrow checker. Toute personne ayant regardé un moment une présentation sur Rust ou essayé d'être allé sur Rust aura entendu parler de ce borrow checker qui consiste en 3 choses principales, l'ownership, le borrowing et le lifetime. Ces 3 choses sont des choses super intéressantes. Vraiment. C'est vraiment une des choses qui apporte quelque chose au langage par rapport à tout ce qui a été fait avant lui. Par contre, il y a un truc qui est assez difficile, c'est que c'est pas les notions les plus faciles à apprendre et c'est pas les notions qu'on comprend vraiment rapidement. Du coup, en fait, les développeurs Rust sont des gens un peu particuliers qui ont l'impression de faire... qui, eux, se comprennent, et les autres, derrière, ils font de la magie vaudou. Sauf que Rust, en fait, quand on aime bien Rust et qu'on a goûté à ce langage, on arrive, on dit yeah, faut en faire, et on emmerde tout le monde autour de soi. À Montpellier, je suis le mec qui est connu pour dire 10 fois par jour, faut faire du Rust. J'ai des collègues de bureau devant, à chaque fois qu'on dit on devrait lancer quelque chose, on le fait en Rust. Sauf que le problème de Rust, c'est que c'est présenté comme un langage extrêmement puissant, rapide, mais surtout orienté pour la programmation bas niveau. Quand je dis ça, c'est-à-dire venir remplacer des choses qui sont du C, etc. Sauf qu'en fait, la programmation bas niveau, tout le monde s'en fout. Genre vraiment, en fait. Qui est développeur kernel dans la salle? Ouais, il y a un mec au fond. Bon, désolé. C'est pas que tout le monde s'en fout pour toi. Voilà. Non, mais en fait, réellement, c'est vraiment quelque chose dont on se fiche un peu parce que la plupart des gens maintenant, et mes collègues de travail, pareil, mes anciens collègues de travail également, on vit dans un monde où on fait des applications web. Ce qu'on fait, c'est en fait faire tourner des serveurs HTTP, c'est de faire passer des messages, c'est faire de l'applicatif, du fonctionnel. Donc on n'est pas en train de parler... Quand on parle d'un langage au niveau du C, on pense plus à du temps réel, aux jeux vidéo, à du kernel, à ce genre de cas d'usage. Et les autres, en fait, ont l'impression que ça ne nous concerne pas. Donc quand on va voir ces fameux collègues qui, eux, généralement, leur journée consiste à faire des serveurs HTTP, que ce soit en Java, en Scala, en Kotlin, en OCaml, en Haskell, en ce que vous voulez, vous leur dites, mec, on va faire un truc en Rust. Généralement, il y a un doute profond qui s'installe. Et en fait, moi, je dis, non, mais les mecs, attendez, c'est pas si con que ça, hein, parce que vous savez, actuellement, il y a un truc génial. C'est peut-être que mon langage, il est peut-être parfait pour faire des services web, mais actuellement, je crois qu'il y a un autre langage qu'on utilise pour faire des services web, généralement qu'on dit pour faire des microservices, qui est trop à la mode.
Et c'est un truc qui, initialement, quand il a été créé, si on regarde les premiers trucs, c'était un truc fait pour faire de la programmation système. C'était pitché comme ça. Et ce langage, c'est Go. Alors vous demandez à n'importe quel gopher maintenant, on vous dira non, ça n'a jamais été pensé pour être un langage de programmation système, c'était un langage pour faire des petits serveurs HTTP et des petits tools. Vous allez chercher l'interview de Rob Pike de présentation du langage en 2011, c'est marqué, c'est pour remplacer le C. Qui fait des API HTTP en C dans sa boîte pour gérer les trucs des microservices? On est d'accord. Donc mon argument est tout à fait valable. On peut tout à fait faire un truc en Rust. Pourquoi pas? Alors après, faut juste trouver comment amener les gens. Alors il y aura des trolls sur Go. Je suis désolé. Je fais du Go professionnellement aussi, hein, sachez-le. Je souffre de temps en temps. Mais je préfère le Rust et malheureusement, on ne peut pas faire une présentation sur Rust sans troller un minimum Go. Je suis désolé. Et donc, on va voir dans cette présentation en quoi coder un web service en Rust, ce n'est pas faire rentrer un carré dans un rond. Et pour ça, je vais vous parler d'un cas concret que j'ai eu à réaliser où je me suis lancé un petit challenge à Montpellier. Alors, moi, je m'appelle François Technay, je suis tech lead dans une société qui s'appelle Sagi. On a un boost, du coup, j'ai pas besoin de vous expliquer ce qu'on fait. Moi, en gros, dans mon boulot de tous les jours, je fais du Docker avec du Kubernetes, du Terraform, du Go. Je fais du Rust pour m'amuser le soir et je suis aussi un ancien développeur, donc j'ai fait beaucoup de développement et je fais pas mal de Scala, un peu de Kotlin et du Haro. Donc je suis en fait un sysadmin qui a la particularité de pouvoir utiliser le terme monade sans avoir peur. Je suis organisateur de la conf montpelliéraine Sunnytech, je suis président du Montpellier Tech Hub qui regroupe tous les meet-ups de Montpellier pour la backbone associative, je suis organisateur du Jug Montpellier, du Rust Montpellier, du DevOps Montpellier. J'ai pas de vie. Et c'est mon handle et ouais, on s'en fout. Alors, l'anecdote, c'est qu'en fait, au Jug Montpellier, un jour, on était très mal outillés. Vous savez, on fait gagner des licences IntelliJ aux gens à la fin de nos meet-up. Excusez-moi, notification. Saloperie, ça enlevait juste au moment où je cliquais. Voilà. Et en fait, ce qu'on a fait pendant longtemps, c'est qu'en gros, il y avait quelqu'un qui lançait un nombre dans la salle, et en fait, il y avait quelqu'un dans la liste d'orga qui prenait la liste des attendus, il disait « Ok, tu m'as dit 42, bah, je vais prendre le 42e dans la liste, et c'est lui qui va gagner une licence. » Vous vous doutez bien que ça fait un peu... pas terrible. Donc un jour, j'ai eu le malheur de me dire « Ouais, je vais prendre 2 heures, je vais coder un truc qui appelle Eventbrite, il va récupérer la liste des attendees, va faire un random dessus, il va me sortir des noms des gagnants. » Le problème, c'est que j'ai eu le malheur de faire ça en JavaScript parce que je voulais pas me prendre la tête. Et vous imaginez bien quand on envoie ça dans un jug, les trucs nous disent du JavaScript, quelle horreur. Du coup, les mecs se sont dit, ok, moi je le fais en Java, moi je le fais en Scala, moi je le fais en Kotlin, moi je le fais en Go. Et moi j'ai fait, ok, d'accord, très bien. Moi je le fais en Rust. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais recoder la 3e version devant vous. Ce qui est très important à comprendre avec ce live coding, c'est que vous n'avez pas besoin de comprendre exactement le code. Ce qui m'intéresse, c'est que vous compreniez la logique qu'il y a derrière, l'expressivité qu'il y a dans le langage. Et surtout, ce que je veux bien que vous preniez en compte, c'est que je vais vous faire une présentation entière où je vais vous montrer comment on fait quelque chose en Rust sans vous parler à aucun moment réellement du borrow checker, du lifetime et du zero cost attraction, et que je ne vais pas en faire non plus dans mon code. C'est-à-dire qu'on est tout à fait capable de se mettre à faire du Rust sans prendre ces premières choses, et on peut s'y intéresser que quand on est plus à l'aise. Donc, première chose qu'on fait. On va faire un truc qui appelle notre API Eventbrite, donc qui va appeler Eventbrite pour récupérer les listes d'attendees. C'est le premier step. Du coup, un projet en Rust, ça se présente comme ça. On a un cargo.toml. Cargo est le logiciel le software de package qui vient avec Rust, qui nous permet de créer des projets, les packager, les builder, etc. Parce que oui, c'était dans le langage. On n'a pas attendu la V2 ou la 1.9 pour avoir le truc standard. Désolé. Du coup, ça ressemble à ça. On définit le nom du package, on définit la version. Là, on est sur un bin, donc du coup, dans SRC, on va aller voir le parenté, c'est moyenne.rs. Et là, on définit toutes les dependencies automatiquement. Enfin, on définit les dependencies qu'on va utiliser. Et moi, je vais donc utiliser toutes ces crates. Les crates, c'est les noms qu'on utilise en Rust pour les dépendances. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est aller voir le fichier que j'ai déjà préfet pour appeler Eventbrite. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on définit des structures dans le langage. C'est pas un langage orienté objet, donc on n'a que des structures et des fonctions. On peut venir utiliser des traits pour venir rajouter du comportement sur des structures. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste défini à l'avance, en gros, certains types d'objets, donc en gros, ce que va me renvoyer Eventbrite, et j'ai juste à venir utiliser une extension
de macro qui me permet de dire ok, en fait ce truc là ce sera désérialisable et sérialisable via une librairie qui s'appelle Serde, qui est juste la meilleure lib de sérialisation de l'univers, sans déconner. Et automatiquement, vu que j'utilise la lib Serde JSON à l'intérieur, je vais pouvoir aller parser du JSON. Donc en gros, ce que va me renvoyer Eventbrite, c'est quelque chose comme ça. Je vais pouvoir renvoyer, ça va me renvoyer des objets avec des profils, des attendees, une réponse d'attendees qui est un vecteur d'attendees et une pagination. Vous savez, ce fameux système où on vous en renvoie 50 et si on a plus de 50, on vous dit c'est la page 1, il y en a 3, voilà. Et je peux appeler aussi pour des réponses et c'est comme ça que ça va se passer. Alors la première chose qu'on va faire, c'est changer du coup le code qui sert à appeler Eventbrite. Hop, non, ça serait mieux. Donc pour appeler Eventbrite, on va utiliser la librairie request qui est utilisée ici et donc faire un appel sur une API HTTP en Rust avec la librairie request, ça ressemble à ça. On va utiliser une namespace request pour récupérer la fonction. On va dire je veux faire un get sur cette URL que je construis ici avec un format. Et derrière, je vais pouvoir utiliser un super truc qui est ce petit point d'interrogation qui va me permettre en fait de venir faire du short-circuit si jamais il y a quelque chose qui se passe pas bien dans la méthode que je viens d'utiliser. Or, il faut savoir qu'on n'a pas de gestion d'exception, il n'y a pas de gestion de nul. En fait, on utilise deux types à l'intérieur qui sont option et nul. En gros, ce que ça veut dire, c'est que si jamais vous devez gérer la nullité, vous ne pouvez pas utiliser nul. Nul n'existe pas comme primitif dans le langage. En gros, vous êtes obligé d'utiliser un terme, un data type qui s'appelle option, qui va vous permettre de dire est-ce qu'il y a une valeur ou est-ce qu'il n'y a rien à l'intérieur. Ça représente ça, en fait. Là, je peux dire je veux quelque chose. Si je suis sudo, je renvoie quelque chose, sinon je renvoie rien. Et il y a une autre primitive qui est utilisée qui s'appelle result, qui permet de gérer les cas d'erreur. Il n'y a pas d'exception dans le langage. Il n'y a pas de manière de venir couper la mécanique d'exécution du programme sans renvoyer un résultat, enfin sans faire paniquer. La seule manière de gérer les erreurs dans le langage, c'est de renvoyer des résultats qui vont nous dire « Ok, ça s'est bien passé » ou « Il y a une erreur ». Ok ? Gros avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de venir renvoyer des résultats de statut à chacune de nos appels et faire if erreur, je retourne l'erreur. Et aussi, on ne va pas avoir d'effet complètement immonde où on va appeler des fonctions et des fonctions et des fonctions et quelque part tout au fond un truc qui fait péter une exception et qui fait complètement casser notre stack d'exécution. Ce petit point d'interrogation, c'est un truc qui en gros va se mettre derrière un résultat et qui va dire, en fait, c'est juste un syntactic sugar qui va dire si le résultat que j'ai juste avant est une erreur, bah en fait je vais retourner cette erreur de la fonction. Sinon, je vais extraire la valeur et je vais la mettre à disposition pour faire la suite. Donc en gros, ce que fait ce bootcode, c'est je vais essayer d'appeler cette URL. Si ça se passe bien, je vais récupérer le résultat HTTP. Je vais essayer de vérifier est-ce que je suis en statut d'erreur ou pas. Si jamais je suis en statut d'erreur, du coup, bah en fait, je vais aussi short-circuiter. Et si jamais c'est une 200, je vais essayer de désérialiser en JSON. Et si jamais c'est OK, bah ça, c'est mon objet, ma structure qui a été désérialisée de par mon appel et juste à la wrapper dans un OK en disant c'est fini. Si quoi que ce soit c'est mal passé, ça va couper. C'est-à-dire qu'on a une modélisation où quand on code avec des résultats, ce qui est la manière idiomatique de faire en Rust, on ne travaille qu'en happy pass. Ce qui est ultra cool et ultra lisible parce que là, on n'a pas de 40 000 gestions de messages d'erreur. Donc ça, c'est ultra cool. Alors, juste pour info, pour ceux qui ne sont pas impressionnés, je rappelle que ce langage est un langage qui se met au niveau du C en termes de vision. Si quelqu'un me fait un truc aussi facile en Java déjà, pour appeler de l'HTTP, parce que c'est une plaie en Java, on est d'accord. Déjà, on peut dire que c'est le premier bon point pour Rust. On est au niveau du C, on a un truc ultra cool pour appeler de l'HTTP. Ok. Alors, vu qu'on appelle Eventbrite et que potentiellement on peut avoir une liste d'événements qui va retirer, on va faire une fonction qui va prendre notre liste d'événements et va nous dire ok, bah en fait ce que je veux c'est le premier événement parce que ma règle métier dit que j'ai le premier événement de Eventbrite, c'est celui qui est en cours. Donc je vais juste aller utiliser quelque chose, je vais faire un first. Le first me renvoie une option si jamais il y a le premier élément, sinon on me renvoie une option non. Et du coup on a l'opérateur map, parce que oui on a l'opérateur map, qui nous permet de dire si jamais il y a une valeur à l'intérieur d'option, on fait un traitement, et dans mon cas, en fait, je vais juste renvoyer l'événement au courant. Sinon, je vais renvoyer un résultat en disant, OK, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est une erreur. Et cette erreur, en fait, je vais la typer moi-même en disant, c'est une erreur de type, il n'y a pas d'événement available dans Eventbrite. Ce qui me permet aussi donc de gérer mes gestions d'erreurs. C'est comme ça qu'on a l'équivalent des exceptions typées, qu'on a par exemple en Java, où on veut dire, il s'est passé quelque chose qui n'est pas correct. En fait, dans le résultat, on dit, le type d'erreur, c'est un type que moi, je maîtrise. C'est une numération, et du coup, je vais pouvoir dire qu'est-ce qui s'est passé.
Touc, touc, touc. Alors, je vais juste remplacer le fetch attendees, qui est la deuxième méthode que je vais appeler, qui est en fait exactement la même chose que la précédente. Et là, on va faire un bout de code un poil plus compliqué. On va fetcher tous les attendees. Si vous vous souvenez bien, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on a une pagination. Une pagination, ça signifie qu'on va faire un premier appel, qui, s'il se passe bien à l'intérieur, peut potentiellement avoir une structure de pagination, donc un nombre de pages. Et ce que je veux faire, c'est que dans ma fonction, à ce moment-là, je vais rappeler Eventbrite pour chacune de ces pages. Et s'il y a le moindre problème dans un des appels, je veux dire il s'est passé une erreur. Sinon, je veux récupérer toutes les réponses HTTP et merger les résultats. Et ça, en Rust, ça se fait super facilement. Alors, qui c'est qui a déjà eu ce cas professionnellement, le truc pratique où vous appelez une API qui est paginée? Ok. Est-ce que vous vous rappelez le bout de code que vous avez dû faire vraiment généralement horrible où vous devez dire ok, alors j'appelle chaque fois avec une nouvelle page, à chaque fois je dois gérer le cas d'erreur et je dois dire si ça s'est mal passé, je dois envoyer une exception pour telle page, etc. En Rust, on peut le faire comme ça. On va appeler le fetch allAttendEase qui est ici. Et on va dire, OK, en fait, je vais faire quelque chose qui peut potentiellement appeler une autre méthode qui peut également renvoyer un résultat. Donc c'est l'opérateur nzen, qui est l'équivalent de l'opérateur flatmap, qui est l'équivalent de l'opérateur bind, je ne me suis pas trompé en Haskell. Flatmap pour tout ce qui est Java, Scala, etc. Et donc à partir de ce résultat, je dis si ça s'est bien passé, je vais sortir la valeur et je vais appliquer en fait une range où je vais dire, bah, en fait, je vais aller prendre toutes les pages suivantes que je suis censé charger. Et après, je vais pour chacune appeler Eventbrite. Et après, je vais faire juste une séquence dessus sur laquelle je vais dire, OK, bah, en fait, si jamais il y a la moindre erreur, bah, tu vas renvoyer le premier résultat que tu trouves en disant, il y a eu une erreur sur telle page. Sinon, bah, en fait, ça s'est bien passé. Et après, derrière, je vais typer l'erreur en disant, OK, bah, si ça s'est mal passé, c'est qu'en fait, j'ai une erreur au loading des attendees et c'était sur tel event. Après, on va juste mapper en disant bah, les attendees response, en fait, il y a plein d'informations dedans. La seule chose que je veux, c'est les noms et prénoms des gens pour pouvoir les afficher. Donc, ce truc-là, déjà, on peut le vérifier. J'ai mis des tests unitaires à l'intérieur. Les tests unitaires en Rust, c'est assez cool. En fait, c'est un module que vous mettez dans le même fichier et sur lequel vous pouvez mettre vos tests comme ça. En fait, il suffit juste de mettre un module de test, utiliser tout ce qu'il y a au-dessus. Et après, vous pouvez faire des fonctions de test, etc. Alors, pour ceux qui détestent le fait que les tests soient avec le fichier, moi aussi, j'étais comme ça au tout début. Quand j'ai vu Rust, j'ai fait mais c'est dégueulasse, il y a les tests avec le fichier, je comprends pas. Et en fait, finalement, à la pratique, on se rend compte que c'est super utile. Parce qu'en fait, on n'a plus à se prendre la tête. Qui, des fois, se prend la tête en disant je suis sur la classe A. Attends, il faut que je cherche la classe A test. Alors, des fois, c'est pas la classe A test, c'est la classe quelque chose B machin test. On sait jamais où elle est, c'est le bordel. Et finalement, le fait d'avoir les tests à côté, on a directement une validation, on peut directement aller rajouter la vérification de comportement qu'on attend. On n'a pas à s'embêter à changer de fichier. Donc ça, à l'utilisation, comment ça va se présenter? Si je vais dans mon main, j'ai ma fonction qui pour le moment fait hello. Du coup, ce que je vais faire, c'est juste dire, OK. Alors oui, par contre, si je me suis pas en majuscule, c'est mieux. Je vais faire un match, donc je vais utiliser un opérateur de pattern matching en disant, je vais appeler Eventbrite. Je vais dire, récupère-moi l'event courant. Pour ça, j'ai besoin d'un token d'organizer et j'ai besoin de mon token organizer et mon token d'API Eventbrite. Et pour ça, du coup, vu que j'ai pas envie de vous montrer ces deux tokens-là, je les ai mis en variable d'environnement. Donc, je vais aller les chercher en variable d'environnement. Et aller chercher les choses en variable d'environnement, ça ressemble à ça en Rust. On utilise un module env et on va chercher une var. Ce truc-là nous renvoie un résultat. Et en gros, là, ce que je dis, c'est si jamais il n'y a pas de valeur, tu vas faire paniquer mon programme explicitement en lui disant il y a ça qui se passe, qui s'est pas bien passé, parce que vu que c'est le démarrage du programme, je considère que si j'ai pas de valeur de variable d'environnement, c'est normal que je fasse exploser le programme en disant il y a quelque chose qui s'est mal passé. Donc maintenant que j'ai mon organizer et mon token, je peux passer l'organizer, je peux passer le token. Et du coup, vu que je suis sur un pattern machine, je peux dire OK, si c'est OK, du coup, je veux que tu me récupères l'event. Et pour le moment, ce que je vais faire, c'est que je vais println. Alors, c'est ultra frustrant de devoir se baisser. Enfin, je dois faire une gymnastique là. C'est particulièrement étrange. Event.id. Et si c'est une erreur, erreur E. Et je vais faire un E-println en disant erreur. Alors, normalement, il faudrait que je mette un logger, tout ça, on est d'accord. Hop. Tac. Hop. Voilà. Donc là, je vais runner ce programme.
Ok, il me dit j'ai pas d'event available sur Eventbrite, donc on a bien notre erreur qui a été remontée par notre appel en disant j'ai appelé Eventbrite, le statut c'était ok 200, j'ai réussi à désérialiser, il n'y avait rien dans le vecteur, du coup je te renvoie une erreur de type, je te vois un erreur pour le résultat qui est de type il n'y a pas d'event dans Eventbrite. Ok, c'est anticipé, c'est normal, j'ai préparé un événement qui s'appelle Rust at DevOpsFR sur Eventbrite que je vais publier maintenant. Ah, j'ai le Wi-Fi, c'est bon, vous inquiétez pas, j'ai vérifié. Je m'en fous de Facebook par contre, ça c'est. Et si je relance ça, wouh, j'ai mon event, ID event qui est bon. Ok, donc maintenant ce que je vais faire, c'est juste je vais regarder comment est-ce que je vais récupérer les attendees. Bah, c'est pas compliqué, vu que j'ai un opérateur flatmap, j'ai un résultat dans lequel j'ai un event, donc je veux flatmapper en disant bah, à partir de cet event, je vais appeler un truc qui va me renvoyer le vecteur d'attendees avec la fonction fetchAllAttendees que j'ai fait juste avant. Donc on va faire ça, on met l'opérateur nzen en disant ok, je te passe une lambda où j'attends un event, où tu vas me passer un event, et du coup je vais appeler Eventbrite. Je vais loader les attendees pour l'event ID et pour mon token. Voilà, hop, ici je vais recevoir un vecteur de profil du coup à la place. Allez, vu que je suis quelqu'un qui suis extrêmement propre, on va dire. Tac. Et si je relance ça, voilà. Donc de Eventbrite, j'ai bien récupéré la pagination dans laquelle en fait j'ai bien 50 utilisateurs qui ont été renvoyés, que j'avais enregistrés à l'avance, donc qui étaient paginés, etc. Donc j'ai bien reloadé tout le système. Donc on a fait un appel d'API HTTP avec l'équivalent d'à peu près une vingtaine de lignes de code, donc ce qui est plutôt agréable, avec une gestion des résultats qui est complètement clean, dans le sens où toutes les erreurs sont gérées. J'ai rien en runtime qui peut péter sans que je me rende compte. Et j'ai même retypé toutes les erreurs en disant bah, j'ai des cas d'erreurs fonctionnels que je suis capable de gérer. Donc la deuxième chose qu'on doit faire maintenant, c'est dire, maintenant que j'ai cette liste d'attendees, bah, je vais faire un draw dessus parce que c'est le but de mon application. Et donc pour ça, on va utiliser juste un truc qui va faire un draw sur la liste d'attendees. Donc je vais dans le module loterie. Et dans le module loterie, j'ai fait une fonction draw qui va prendre un nombre que je vais lui passer en paramètre et qui va me faire un draw sur un ensemble, sur ma vecteur d'attendees. Alors vu que le nombre est un nombre signé, enfin un nombre insigné pour le coup, je vais quand même aller vérifier un truc. C'est si jamais on essaie de me passer un nombre qui est négatif, bah en fait, je peux faire avec du pattern matching, je peux mettre une guard devant en disant si tu vas me matcher A, si A est inférieur de 0, à ce moment-là, tu vas renvoyer une erreur en disant tu me demandes quelque chose qui est complètement invalide parce que tu me demandes un nombre négatif. Si tu me demandes 0, bah en fait, je vais même pas faire de compute parce que tout simplement, je vais juste renvoyer un vecteur. Je vais renvoyer un vecteur vide, tu me demandes pas de résultat. Et sinon, dans tous les autres cas, ce que tu vas faire, c'est que tu vas appeler un truc de RNG qui est dans la lib standard et tu vas me faire un sample RNG dessus en disant il peut potentiellement y avoir une erreur. Si c'est le cas, le seul cas qui peut arriver dans ce cas, c'est que j'ai pas assez de participants et du coup, je le type fonctionnellement en disant tu m'as demandé 300 participants, j'en avais que 50, je te le dis. Donc ça passe. Ça marche direct. C'est cool. Mais le pattern matching, on va faire des guards et ça, c'est quand même ultra sympa. Donc maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est faire notre API HTTP. Donc, parce que le but du jeu initial, c'est quand même de faire un web service. Donc pour ça, on va utiliser une lib qui s'appelle ActixWeb. ActixWeb, en fait, c'est un truc qui se base sur une lib qui s'appelle Actix, qui est un moteur acteur en Rust, qui est très cool, que moi j'aime bien utiliser. Il y a d'autres frameworks web, mais pour le coup, je vous présente celle-là parce que moi, je la trouve vraiment super sympa et ultra expressive. Donc, si on fait du web en Rust avec ActixWeb, ça ressemble à ça. Je vais définir un state web qui va en fait être des informations qui vont être partagées entre tous les handlers qui vont qui vont être appelés lorsque je vais faire une requête HTTP. Je vais lui dire comment est-ce que je suis censé mapper les erreurs fonctionnelles que je gère. Typiquement, j'ai des paramètres invalides, j'ai pas d'event available, j'ai une erreur sur le draw, ou j'ai quelque chose inattendu en lui disant bah en fait si c'est ce cas-là, donc tu vas renvoyer une bad request, si c'est ce cas-là tu vas envoyer une 503, si c'est ce cas-là tu vas renvoyer une 500 en mettant le message d'erreur, etc., etc. Et après je vais faire un handler et le handler ça se présente comme ça. Je vais juste définir un handler en disant je vais recevoir un nombre avec une winner query. Hop. Et on va faire un truc comme ça. Je vais matcher sur le nombre qu'il y a ici. Si le nombre est pas bon ou est inférieur à 0, je vais directement envoyer un invalide parameter. Et si c'est un nombre, bah, du coup, je vais appeler une fonction drawWinner
Et après, ce que je vais faire, c'est que vu que ce stream-là m'envoie un résultat, je vais faire un map dessus en disant si jamais ce que tu as en résultat, je vais le mettre dans une erreur, dans un OK HTTP où je vais parser du JSON, je vais renvoyer sous forme de JSON. Donc la fonction drawWinner, elle ressemble à ça. En fait, ce qu'on va faire, c'est exactement ce que je viens de faire juste avant dans le main. Donc je vais récupérer les attendees, sauf qu'au lieu de faire un match dessus, bah, je vais utiliser mon super opérateur pour interrogation qui permet de faire du happy pass et du short circuit. Et derrière, je vais appeler la fonction que je viens de coder, qui est la draw, en disant bah en fait, tu vas utiliser le nombre que je vais te passer en paramètre sur le vecteur d'attendees que tu viens de loader, et tu vas renvoyer ça, et s'il y a un problème, tu dis que c'est une draw error et tu dis ce que c'était. Alors, pour enregistrer ce handler, on va définir un serveur HTTP, et le HTTP serveur, ça ressemble à ServerActix. Donc en gros, on dit on va faire un nouveau HTTP serveur, qui va être une application avec un state, qui est en gros celui qu'on va passer en paramètre. Je vais avoir un middleware de log, dans lequel je vais loguer en fait en envlog ce qui se passe. Et après, ce que je veux, c'est que quand tu m'appelles, quand je recevrai une requête sur /winners, en get, bah à ce moment-là, je vais utiliser la méthode que j'ai écrite en haut, qui est, qui est le winner handler, qui est juste là. Je rappelle qu'on est sur un langage où on met de la performance au niveau du C, qu'on est sur quelque chose d'expressif. Est-ce que vous pensez pouvoir faire ça avec Oxygen, typiquement? Alors déjà, même en Java, globalement, à moins de mettre 40 annotations Spring Boot et qu'il y a de la magie qui tourne, c'est compliqué. Donc je trouve que c'est quand même assez élégant d'avoir quelque chose aussi proche du C, avec ces performances-là et cette safety qui nous permet de définir quelque chose comme ça. Si vous n'êtes pas encore convaincu, voilà comment on gère les cores. Les cores, bah, on va lui demander un middleware de cores. Et en fait, on va venir rajouter le middleware en disant OK, alors en fait, je vais te rajouter un middleware, ce qui est un cores, sur lequel je vais faire tous ces headers-là d'autorisation pour ces types de fonctions avec ce MaxAge, et je te renvoie ça dans un gestionnaire de cores. Et là, je viens de rajouter les cores dans le serveur HTTP en Rust. Donc c'est plutôt cool. Donc, pour lancer ça, on va enlever du coup ce truc-là. Les HTTP en var, pour savoir sur quel serveur je me mets, par défaut, je vais prendre 0000 et port 8080, 8088, excusez-moi. Alors du coup, Actix Web est un système acteur, il se base sur le système Actix que je vais booter en faisant ça. Et derrière, la seule chose que je vais faire, c'est faire OK. En fait, je vais appeler la fonction HTTP serveur que je lui avais fait. Et donc du coup, j'ai juste besoin de lui passer un web state dans lequel je lui dis tiens, l'organizer et le token que tu veux utiliser pour tous les handlers. Ça, c'est le HTTP bind, et ça, c'est le HTTP port. Et là, c'est fini. Je vais relancer mon système. Comment ça? Il n'y a pas de clone? Ah oui, excusez-moi. Oui, j'avais pas dit comment on pouvait cloner. Alors c'est un peu lent à compiler pour une raison très simple, c'est qu'en fait, c'est le vrai code de prod que j'utilise derrière. Et en fait, il y a un truc pour gérer une base de données et qui en fait est très très long au niveau de la compile, ce qui est un peu dommage, mais bon. Alors, du coup, vu que j'ai les cores et vu que j'ai quelque chose qui va bien, vu qu'on est en train de faire un web server en Rust, donc un truc ultra hype, en fait, j'ai demandé à un pote de me faire un front, et du coup, il l'a fait en Helm. Donc voilà, là, j'ai un front en Helm qui appelle mon API sur mon poste. Voilà. Donc voilà. Alors, là, ce que j'ai, c'est un serveur HTTP qui appelle Eventbrite et qui fait un draw dessus. Et on a fait ça en à peu près 150 lignes de code en Rust. Est-ce que c'est pas déjà trop cool? Est-ce que le code était expressif déjà? Enfin, je sens pas de volonté là, en fait, de votre part. Là. Voilà, ouais, on est d'accord. Enfin, c'était quand même plutôt cool. Ok, merci. Merci Nico, franchement. Non, vraiment, merci. Ok, alors déjà, on a répondu à la problématique initiale qu'on voulait faire. Alors maintenant, on va aller un peu plus loin parce que bien évidemment, vous vous rendez bien compte que si on a tous fait des loteries au sein du jeu, le but du jeu, c'est de savoir qui c'est qui a le meilleur langage. Et comment est-ce qu'on fait ça quand on est des informaticiens de gentleman? On joue à un jeu qui dit, ok, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va toutes les lancer et on va toutes les appeler en même temps. Et en fait, celle qui gagne, c'est qui c'est qui répond la plus rapide. Sans déconner, c'est vraiment ce qu'on fait. Et du coup, le premier petit malin qui a dit ça, il a dit
tous les coiffer au poteau, parce que là, on est d'accord, c'est quand même lent, parce qu'à chaque fois que j'appelle, je dois appeler Eventbrite, ce qui, en fait, prend du temps network. Mais du coup, à chaque fois, je dois appeler Eventbrite, donc c'est lent. Donc comment je peux faire pour accélérer ça? Bah, je vais mettre un cache. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'on va faire pour faire ce cache-là? Bah, moi, ça tombe super bien. C'est que c'est super facile pour moi de faire un cache, parce que je suis sur ActixWeb, donc j'utilise un système actor. Et un système actor, en fait, ça va se dérouler comme ça. J'ai juste besoin de mettre un acteur de cache. En gros, ce qui va se passer, c'est que Actix va me démarrer un nombre d'acteurs qui correspond en gros à mon nombre de CPU x2, x2, moins 2, enfin voilà. Et chacun va venir handler les trucs. Et en gros, avec le système acteur, c'est qu'on va avoir des choses qui vont garder de l'état dans une loterie cache que je vais lancer. Et dans les systèmes acteurs, tout passe par message. Et en gros, ce que va faire mes handlers, c'est je vais récupérer une requête HTTP, je vais prendre ce qu'on me demande et en fait, je vais envoyer un message dans la queue de la loterie cache. Et en fait, la loterie cache, quand elle a du temps, elle va venir dépiler et renvoyer l'information par rapport au message qui est fait. Donc la seule chose que j'ai besoin de faire, c'est juste rajouter un autre message qui va être pris en compte pour mon acteur qui est OK, il faut que de temps en temps, tu ailles mettre à jour le cache. Genre quand tu bootes, par exemple. Donc c'est comme ça qu'on va gérer et c'est super simple à faire. Alors, comment ça ressemble? Hop, on va aller voir la cache. Un acteur avec Actix, ça ressemble à ça, c'est une struct. Donc dans mon cas, en gros, c'est un truc qui a potentiellement un vecteur de profile et potentiellement un event. Et il y a plein de boilerplate qui n'est pas très intéressant. Et en gros, ce que je vais faire, c'est dire, tu vas faire un message response pour un message de type update attendees response, où en fait, bah, le handler, c'est ça. Il est là. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer quand on va appeler mon lottery cache pour le message update attendees? On va le définir maintenant. Là, c'est update attendees. Voilà. Donc en fait, on va refaire exactement le même code que ce qu'on avait dans la fonction drawWinner. C'est-à-dire, on va aller appeler Eventbrite pour récupérer l'événement courant, les attendees courants. Et en gros, on va refaire un matching, sauf qu'au lieu de renvoyer une requête, au lieu de renvoyer une réponse HTTP, ben en fait, je vais enrichir mon cache avec la valeur. Et je vais renvoyer OK, c'est bon, j'ai updaté mon cache. Et si je suis dans un cas d'erreur, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais mettre mon cache anon pour bien dire que pas garder les informations précédentes. Et après, ce que je vais faire, c'est vérifier avec du typage qu'est-ce qu'il y a eu comme erreur. En gros, est-ce que c'est une erreur parce qu'il n'y a pas d'event dans Eventbrite? Est-ce que c'est une erreur parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est mal passé au niveau de l'appel Eventbrite? Ou alors, est-ce que c'est tout simplement qu'il s'est passé quelque chose de pas normal dans le système? Et à ce moment-là, on renvoie une 500 en disant qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et ça, au niveau du web, au niveau du handler web, en fait, ça fait que on n'a plus besoin d'utiliser ça. On va changer ce qu'on a besoin dans notre site, parce que du coup, vu qu'on ne fait plus appel à Eventbrite, on n'a plus besoin de ça. Par contre, on va avoir besoin d'une référence vers l'acteur de cache sur lequel je vais envoyer des messages. Et au niveau du handler, ce que je vais changer, c'est le handler en disant, OK, on va toujours faire la vérification pour dire est-ce que tu m'envoies quelque chose qui est toujours incompatible pour une invalid request. Mais si c'est OK, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer une request au cache en disant OK, en fait, ce que je veux, c'est un get attendees. Voilà le nombre que j'en veux. Si jamais il se passe quelque chose, tu dis qu'il s'est passé quelque chose qu'il ne fallait pas. Sinon, si l'acteur t'a répondu, bah, en fait, tu vas me dire ce qui s'est passé. Et si jamais c'est OK, bah, tu vas me transcoder ça en HTTP response OK en me renvoyant ce que tu as eu en JSON. Donc côté web, c'est bon. Hop. Côté lottery cache, on va aller voir comment on va gérer le get attendees. Le get attendees, ça va être très simple. On va aller regarder dans notre state. Donc en gros, est-ce qu'on a dans notre cache, est-ce qu'on a quelque chose? Bah, sinon, bah, c'est que normalement, il n'y a pas d'événement dans Eventbrite, ce qui est normal. Bah, si c'est OK, bah, je vais appeler la fonction draw. Et sinon, bah, en fait, je vais mapper ça en disant bah, tout va bien. Et je vais renvoyer en fait seulement ce qu'on m'a demandé. Donc là, ma chaîne, elle est complète. Ce qu'il faut que je change, par contre, c'est comment est-ce que je lance mon système acteur. Donc en gros, maintenant, on va avoir quelque chose qui ressemble à ça. On va faire un addr cache, qui est en fait mon lottery cache avec une fonction start. Ce addr cache, il va être passé à mon website maintenant. Paf. Cache qui est égal à addr cache. Et la seule chose qu'il faut que je rajoute en plus, c'est update attendees, c'est appeler une première fois, envoyer un message à mon cache pour dire il faut que tu updates la liste des attendees, donc il faut que tu appelles Eventbrite. Et donc pour ça, en fait, on va faire un truc assez lourdingue pour le moment. addr cache.clone.
dans lequel en fait on va dire ok en fait ce que je veux c'est que tu me spawns une fonction dans le système d'acteurs, je m'en fous de savoir comment tu gères, c'est pas mon problème. Et ce que je vais faire à l'intérieur, c'est vu que c'est un système asynchrone, je suis obligé de cloner en gros la référence que j'avais de mon ADDR cache parce que je vais lancer dans un autre thread. Et en gros, je vais juste envoyer un message update attendees en disant bah là l'organizer ID, là le token ID. Et en fait, tu vas me dire selon ce qui s'est passé, bah en gros, est-ce que tu as réussi à update le cache. Si tu m'as dit qu'il n'y a pas d'event available, bah du coup tu print dans la console pas d'event. Sinon tu dis on a bien updaté et sinon tu me dis ce qui se passe mal. Oui, stop and rerun please. Bon, on est quand même d'accord que là, c'est pareil. Si on regarde en termes de ligne de code fonctionnelle, je ne parle pas de boilerplate qui doivent prendre à peu près 100 lignes au maximum, je viens de rajouter un cache avec un système acteur à l'intérieur dans un système purement asynchrone avec à peu près une vingtaine de lignes de cache, une vingtaine de lignes de code qui correspondaient juste à déplacer, qui sont assez expressives. Parce que là, typiquement, en plus, j'ai même mis des logs à l'intérieur. Quand je démarre, on me dit bien que j'ai printé. Et maintenant, en fait, si je lance mon truc et que si donc je fais monter mon taux d'APM sur StarCraft 2, on a bien un système qui là répond beaucoup plus vite. Bon, du coup, là, j'ai réussi à arriver et dire ok, c'est bon, maintenant je peux jouer avec mes petits copains sur qui c'est qui répond le plus vite. Sauf que moi, maintenant, il y a un autre truc que j'ai demandé aux gens quand ils ont fait ça, c'est ok, alors c'est cool, on a l'update, mais alors là, vous êtes d'accord qu'il faut que je relance l'appli à chaque fois que je veux updater le cache des attendees. Sauf qu'en fait, il y a un autre truc qui est drôle, c'est que le mec qui gère le serveur du jug, parce que j'ai toujours pas de vie, c'est moi. Et il y en a 5 des loteries. Donc il était hors de question que je fasse un truc comme ça. Donc la règle du jeu a été également, si vous faites un cache, vous êtes obligé de faire un interval update, c'est-à-dire vous devez régulièrement mettre à jour votre cache de manière à avoir une version up-to-date. Donc pour ça, en fait, on va utiliser encore une lib qui est en dessous de Actix, qui est en fait une lib de programmation asynchrone qui s'appelle Tok.io et qui va me permettre en fait de définir comment je peux faire tous les X intervalles de temps, lancer quelque chose de manière asynchrone dans mon système. Et en gros, ce que ça va faire, c'est toutes les X secondes que je vais définir, je vais lancer un message d'update comme je viens de faire au début de mon programme en disant update attendees. Et je vais printer dans la console qu'est-ce qui se passe. Donc pour ça, je vais le mettre dans un truc à côté. Je vais faire une fonction cache interval update sur laquelle on va lui renvoyer en fait l'intervalle de temps dans lequel je veux travailler, une référence vers le cache sur lequel je veux mettre à jour, le token et l'organizer avec lequel il est censé passer l'information. Et après, en fait, je vais juste utiliser un internal de Tokyo qui s'appelle internal.new dans lequel je lui dis ok, alors à partir de maintenant et tous les temps de secondes, à chaque fois que ça tique, bah, tu vas envoyer un message au cache. Et pour chacun, en fait, ce que tu vas dire, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour printer. En gros, est-ce qu'il y a un event en cours? Est-ce que j'ai bien réussi à mettre à jour le cache? Ou est-ce qu'il y a eu un problème sur le load d'Eventbrite? Au cas où il y en a un problème avec la loterie, que je sois capable de le débugger. Parce que quand on veut savoir qui c'est qui est le plus rapide, c'est très important de pouvoir débugger. Parce que oui, c'est plus important qu'une appli en production, apparemment. Et alors, pour l'utiliser, en fait, il suffit de remplacer le code qui est ici en disant ok, alors en fait, c'est pas grave, on va virer ça. Et en fait, on va utiliser pareil, l'arbiter, sauf qu'au lieu de le faire spawn quelque chose, on va lui faire spawner une fonction. Spawn fn. Et en fait, là, je vais appeler mon cache loop. Cache update intervalle. Non. Lente. Voilà, cache update intervalle. On va mettre à jour toutes les 20 secondes pour le moment. On va lui refiler notre clone ici. Alors ici, je vais vérifier parce que, en fait, il y a un truc. Voilà, c'est le token d'abord. En fait, dans tout le code du truc, j'ai mis organizer d'abord. Et juste pour cette fonction-là, j'avais décidé que ce serait le token d'abord. Voilà. Hmm Non, non, c'est ça. Oui, alors par contre, c'est ça qu'il faut que j'enlève. C'est que ça, c'est mieux. Voilà. En fait, ce que fait cache update interval, c'est que en fait, je veux pas spawner la fonction. En fait, j'appelle cache interval qui me renvoie une future. C'est juste qu'en fait, vous le voyez pas parce que c'est à droite. En fait, ce truc me renvoie une future. Et en fait, ce que je veux, c'est renvoyer dans le système une future. Donc en fait, je spawn une future. Et du coup, si je lance ça, mismatch type, token. Ah oui, excusez-moi.
C'est lent à compiler à cause de Diez, c'est pas ma faute, hein, vraiment, je vous jure. Et en fait, là, vous voyez que toutes les 20 secondes, en fait, on va avoir le cache qui va se mettre à jour. Donc là, j'ai un attended cache update. Je vais avoir un autre attended cache update, parce que ça va très bien se passer. Mon code ne marche. En tout cas, s'il ne marche pas, il ne va pas cracher au runtime, il va me le dire pourquoi. Et ça, c'est très bien. Et si on regarde en fait derrière, bah, j'ai toujours ma super appli qui, si je fais monter mes APM StarCraft, répond toujours super vite et me permet de jouer à qui sait qui est le plus rapide avec mes copains. Et pour vous montrer que ça tourne, ce que je vais faire, c'est que je vais dépublier directement mon système. Et là, si on va regarder, on vient de voir que, vous voyez que mon intervalle est bien poney dans le même temps et m'a bien dit, ok, en fait, j'ai bien mis à jour le cache et il n'y a pas d'event en cours dans Eventbrite, du coup, je te le dis bien, il n'y a rien qu'à cracher, il n'y a pas de problème. Donc c'est quand même plutôt cool. Je rappelle toujours qu'on est dans un langage équivalent à du C, qui tourne extrêmement vite, etc., etc., etc. Alors, là déjà, on est sur un truc déjà très cool, mais il y a un autre truc aussi que je voulais juste partager avec vous, c'est que cette appli en Rust, en fait, je ne l'ai pas juste compilé et lancé quelque part, vu que nous, on a voulu standardiser la manière dont on gère nos applis au sein du Jug, parce que c'est moi qui l'administre et que j'ai pas que ça à faire. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que en fait, cette appli, elle est dockerisée. Et le Dockerfile, en fait, c'est peut-être pas le meilleur Dockerfile de l'univers, mais n'empêche que cette application, je l'ai compilée, je l'ai mise dans un Docker, et actuellement, elle tourne également sur un serveur que j'administre quelque part, et elle tourne à travers un Docker. Donc on peut également industrialiser facilement dans des techniques modernes, c'est-à-dire même dans du conteneur, on peut venir foutre du Rust, c'est pas difficile. Tous ceux qui ont essayé de foutre du C dans un conteneur et qui se sont heurtés à une libsystem qui n'était pas présente sur le host, est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît ? Putain, toi, t'es mon copain. Enfin, vous êtes deux. Vous partagez ma douleur. Bon, bah, les autres, je suis désolé, mais effectivement, ça m'est arrivé et c'est très, 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 très douloureux. Très ennuyeux. Donc, si on récapitule tout ce que je viens de faire. Ce qui est super intéressant avec l'application de la loterie du Jug Montpellier, et en fait, c'est pour ça que je m'en sers souvent pour tester des langages, c'est qu'en fait, c'est une toute petite application, mais qui a des problèmes des use cases de prod, c'est-à-dire ce qu'on fait tous les jours en termes de développeurs back-end. C'est-à-dire qu'on va faire une API HTTP, on va gérer du state concurrent, on va gérer une HTTP cliente pour appeler d'autres systèmes. Là, je ne l'ai pas montré, mais dans mon code d'exemple, il y a une base de données aussi. On va faire de la gestion d'erreurs. Donc, c'est exactement ce qu'on fait au jour le jour à plus haute échelle, en fait. Et un des trucs que je veux bien que vous compreniez, c'est que je ne suis pas là pour vous dire qu'il faut que vous fassiez vos API HTTP en Rust. Je ne suis pas là pour faire du Rust évangélisme task force. Tout ce que je suis là pour vous montrer, c'est que, en fait, on peut faire du Rust sans se prendre la tête sur le borrowing, le lifetime, tout ce qui est borrow checker, tout ce qui est ownership. On peut, en fait, à chaque fois dire, c'est pas grave, je clone de la mémoire. Enfin, c'est tout ce qui est excessivement difficile en Rust. Vous pouvez, dans un premier temps, vous en affranchir jusqu'à ce que vous soyez performant dans le langage, que vous vous sentiez à l'aise. Et à ce moment-là, vous allez vers des choses plus compliquées. Et là, en fait, ce que je viens de faire, c'est que j'ai fait un code qui est dispo, qui en gros fait un serveur HTTP avec un appel à un autre système HTTP, gestion d'erreurs, asynchrone, tout ça, en à peu près 600 lignes de code, dans lequel je n'ai absolument à aucun moment pris le temps de vraiment optimiser le borrow checking. Je n'ai aucun lifetime et je n'ai fait aucune zero cost abstraction, qui sont pourtant les trois forces majeures du langage qu'on vous présente. En gros, ce que je cherche juste à montrer, c'est que si on utilise les bonnes crates, en fait, dire que c'est inutile de faire quelque chose en Rust, c'est équivalent à dire un petit serveur web en Rust, c'est équivalent à dire que ça sert à rien de faire un web service en Go. C'est totalement vrai. Les langages n'étaient pas faits pour ça initialement, on les a juste orientés comme ça. Mais si vous considérez que vous pouvez faire des petits serveurs en Go, vous pouvez très bien les faire en Rust avec du code plus expressif, plus safe et avec une meilleure expressivité. Donc en gros, mon but c'est faites du Rust, essayez de vous y mettre. Ne vous prenez pas trop la tête sur les concepts difficiles et juste faites-vous plaisir avec ce langage, apprenez avec et quand vous êtes bien à l'aise, allez dans les concepts beaucoup plus difficiles parce que c'est un langage qui, malgré sa courbe d'apprentissage beaucoup plus haute que le Go, a vraiment beaucoup de choses à apprendre. Le code est dispo en ligne, ce lien-là, je mets les slides après sur mon Twitter. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire dans les 45 secondes.